Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Depuis le 12 septembre, une consultation publique sur l'avenir des déchets de la Haute-Vienne et de la Creuse est ouverte. Plusieurs hypothèses sont à l'étude pour remplacer la centrale énergie déchets de Limoges. On en parle avec nos invités juste après le générique. La centrale énergie déchets de Limoges incinère près de 98 000 tonnes d'ordures chaque année en provenance de Haute-Vienne, mais aussi de la Creuse. Un équipement qui sera obsolète d'ici 8 ans. Une concertation publique vient d'être lancée. Elle va durer jusqu'au 21 octobre. Réduction de la masse, recyclage, incinération, production d'énergie. Quel avenir pour nos déchets? On en parle ce matin avec 4 invités. Edmond Lagorce, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du CIDED 87, le syndicat départemental pour l'élimination des déchets. Patrick Rougeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Evolis 23, syndicat mixte qui regroupe 130 communes du nord-ouest de la Creuse. Guillaume Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Limoges Métropole. Et enfin, Cédric Forget, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Barrage Nature Environnement. Merci à tous les 4 d'être avec nous sur ce plateau. On va commencer par quelques chiffres. Cette centrale énergie déchets, qu'on appelle aussi l'incinérateur de Limoges, représente 96 718 tonnes de déchets traités en 2021. On le voit, près de la moitié vient du territoire de Limoges Métropole, 30 000 tonnes du CIDED et puis également la Creuse, on le voit, et le reste se répartit entre des déchets médicaux, des déchets issus des entreprises. Edmond Lagorce, vous êtes donc vice-président du CIDED 87. Au niveau du tonnage de déchets traités, aujourd'hui on a dépassé ce chiffre des 96 000 tonnes. Non, on arrive à traiter les 98 000 tonnes, mais on est au maximum de la capacité du four. Et la question qui va se poser, c'est l'avenir de ces déchets, et notamment de se projeter. Quel sera le tonnage des déchets à traiter d'ici 2030? Parce que, comme vous avez dit, la centrale énergie déchets, elle va aller jusqu'à 2030, mais après, il faut trouver une solution pour traiter nos déchets. Et c'est se projeter. Donc, c'est assez compliqué, notamment au niveau du tonnage. Quelles seront les évolutions des déchets? Est-ce qu'il y en aura moins? Est-ce qu'il y en aura plus? Il y en aura moins, ou est-ce qu'il y en aura plus? J'espère qu'il y en aura moins à traiter, parce que déjà, on met en place des solutions pour réduire nos déchets. On a fait l'extension des consignes de tri on va à en parler. partir de juillet 2020. On a certaines collectivités ont mis en place la tarification incitative qui a permis de réduire la quantité des ordures ménagères qui sont incinérées, parce que les ordures ménagères essentiellement qui sont incinérées à la centrale énergie déchets. Et puis, tout ce qui est prévention des déchets, parce que c'est là qu'il faut commencer. Oui, le but, c'est qu'il y en ait le moins possible et qu'on produise le moins possible de déchets. Alors, on va y revenir évidemment. Patrick Rougeau, vous représentez donc le syndicat mixte Evolis 23, 130 communes. Depuis quand, vos déchets brûlent-ils à Limoges, puisqu'ils font le chemin depuis la Creuse? Depuis 2020. Depuis la fermeture en fait du centre d'enfouissement de Naux qui a fermé en 2018. Ça a été une situation difficile sur le moment de trouver une solution presque dans l'urgence? Dans l'urgence, non. Après, on a passé des marchés, donc la plus grosse partie des déchets d'Evolis 23 partent sur l'Indre, sur Gournay, le site de Gournay. Voilà, c'est des marchés avec Suez et Veolia pour ce qui nous concerne. Et donc l'autre petite partie, les 5000 tonnes, viennent aujourd'hui sur l'incinérateur de Limoges. Et tout ça, ça va évoluer puisqu'à un moment, vous ne pourrez plus aller vers l'Allier ou vers l'Indre, c'est ça? Ça va être très rapide, c'est 2023. Donc 2023, c'est à la fin de l'année. On n'a plus le droit d'aller sur l'Indre puisque les régions ont fermé les frontières, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, on n'a plus le droit d'exporter hors région nos ordures ménagères. Alors Guillaume Guérin, s'il y a concertation aujourd'hui, c'est parce que donc, cette centrale énergie déchets, elle sera bientôt obsolète. D'ici combien de temps et quelles sont les options sur la table à l'heure actuelle? Alors, à horizon 2030, vous l'avez souligné, cette centrale ne pourra plus traiter les déchets du territoire tels qu'elle les traite aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'engager un débat public via la CNDP, la Commission nationale du débat public, avec 2 garants qui ont été nommés pour assurer, le bon déroulement des débats et permettre à la population concernée, mais pas que, parce que vous pouvez venir à cette CNDP sans habiter sur le territoire de l'entente. Je rappelle à vos téléspectateurs ce qu'est l'entente. L'entente, c'est une
coalition entre le SIDED, syndicat de collecte départemental hors périmètre de Limoges Métropole, et Evolis 23, qui traite aujourd'hui une partie des déchets de la Creuse. Cette entente, elle s'est faite pour quoi ? Elle s'est faite pour permettre de préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Parce que plus vous êtes unis, moins vous payez cher le service qui vous est rendu sur le plan du public. Et donc cette entente avait pour but de permettre la collecte des ordures ménagères sur les territoires évoqués à moindre coût pour nos compatriotes. Ça, c'était l'objet de cette entente. Les déchets de cette entente sont traités dans la centrale énergie déchets de Limoges Métropole, qui demain matin, si elle doit voir le jour tel que nous l'envisageons, c'est-à-dire une unité de valorisation énergétique, qui aujourd'hui abonde les réseaux de chaleur de Limoges Métropole, cette volonté, c'est d'être vertueux sur le traitement de nos déchets. Et donc, nous le savons, c'est factuel, à horizon 2030, nous ne pourrons plus traiter les déchets de ce territoire géographique-là. Et donc, nous devons étudier une autre façon de traiter nos déchets. Alors, ou reconstruire sous l'existant, ou envisager un autre site, ou toute autre option. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, sont hostiles au traitement des déchets par incinération. Sur ce principe-là. Moi, je n'ai pas la science infuse et par principe, je n'ai pas de doctrine affichée en la matière. En revanche, tous ceux qui sont contre cette incinération, encore faut-il qu'ils nous amènent des pistes différentes et qui posent le débat de manière différente. Aujourd'hui, ce que disent les techniciens et ce que disent les ingénieurs, c'est qu'à horizon 2030, il y aura toujours des déchets sur le territoire, comme partout dans les sociétés occidentales, et qu'il faudra bien traiter ces déchets. Et il s'avère que ces centrales de valorisation énergétique ont fait beaucoup de progrès en termes de traitement de la pollution et de préservation de l'environnement, et que ça nous paraît à tous être la solution la plus appropriée, ou à défaut d'être la plus appropriée, la moins inappropriée pour traiter nos déchets. Par contre, vous savez, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est pour ça que moi je suis pour qu'on continue avec le CIDED, avec Alain Osmery qui en est le président, avec Edmond qui est là aujourd'hui, avec Patrick Rougeau, de façon à traiter les déchets de tout un territoire, parce que, encore une fois, on ne peut pas regarder ça à travers notre propre prisme, notre petite fenêtre. Et Patrick Rougeau l'a rappelé, la loi qui va s'appliquer en 2023 fait que les territoires ne pourront plus aller faire traiter leurs déchets en dehors des périmètres régionaux. Donc, encore une fois, Limoges Métropole, qui est l'aire urbaine d'influence, a un rôle facilitateur à jouer pour son territoire et pour l'intérêt de nos compatriotes. On parlait d'environnement. Cédric Forger, vous êtes le président de l'association Barrage Nature Environnement. Vous participez, vous, activement à cette concertation. Est-ce qu'il y a, à votre sens, une option préférable à une autre dans les projets qui sont sur la table aujourd'hui ? Oui, l'option préférable, c'est mettre en avant la prévention des déchets. Le déchet qui ne pollue pas, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc notre option première, elle est là. Alors, on aura besoin de toute façon d'exutoires, quand même, de déchets au final. Mais on compte bien faire la démonstration qu'on n'a pas forcément besoin du tonnage qui est annoncé dans le dossier de concertation. C'est-à-dire que pour vous, en 2030, il pourrait y avoir beaucoup moins de déchets qu'actuellement, en fait ? Beaucoup moins, peut-être pas, mais moins certainement. Parce que on n'a pas, et on aimerait que soit prise la mesure, là, dans ce débat, de l'échec que nous avons tous fait sur la production des déchets. Pour les anciens objectifs pour 2020, on n'a pas réussi à atteindre les moins 10% de production de déchets ménagers assimilés. Et il faudrait qu'on puisse tirer les conclusions de cet échec-là et qu'on puisse thésauriser tout ça ensemble et mettre en action ce qu'il faut pour vraiment limiter au maximum la production de déchets, quoi. Mais il faudra quand même un équipement pour se débarrasser de ce qui ne peut pas être recyclé. Bien sûr. Ouais. Mais il y a une grosse différence entre brûler 110 000 tonnes de déchets ou 70 000 tonnes. Il y a une grosse différence sur les atteintes à la santé et à l'environnement. Alors, la loi économie circulaire de février 2020 comporte de nombreuses dispositions relatives à la lutte anti-gaspillage, des mesures de réduction de la consommation de plastique. On le disait depuis 2020, donc on peut jeter beaucoup plus de déchets dans les poubelles de recyclage, les bleus sur l'agglo de Limoges notamment. Est-ce que ça a fait diminuer la masse, Edmond Lagorce ? Oui, alors ça a fait forcément diminuer la masse parce qu'il y a eu un transfert du bac de collecte vers la collecte sélective. Mais c'est surtout évident avec la mise en place de la redevance incitative sur le territoire. Je suis le président du SICTOM Sud-Haute-Vienne. C'est vers Saint-Thirier, hein, c'est Saint-Thirier et puis jusqu'à Saint-Germain, et la communauté commune de Saint-Germain.
Il y a un an, un peu plus d'un an, on était à 220 kilos par an par habitant. L'année dernière, on est tombé à 153 kilos par an et par habitant d'ordures ménagères. Et on espère bien arriver à atteindre les 140 kilos par an et par habitant d'ordures ménagères. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend en 30-40 ans, ce qu'on parlait, les DMA, c'est les déchets ménagers assimilés. C'est tous les déchets produits par un ménage, pas que les ordures ménagères. En 40 ans, la quantité produite par habitant, elle a doublé. Ça, c'est un constat. Pourquoi elle a doublé? Parce que c'est nos modes de consommation qui ont évolué. On a de plus en plus des produits suremballés, donc qu'on achète. Il suffit d'aller dans les grandes surfaces pour voir que tout est suremballé. Maintenant, on a même la viande avec les barquettes sous vide, les fruits, enfin, tout est suremballé. On a une autre chose aussi qu'on n'a pas vu venir, c'est le développement de l'e-commerce. Donc, les gens sont mis à commander par Internet, qui en arrive avec des contenants qui sont 3-4 fois plus grands que le contenu. Et c'est dedans avec des produits qui ne sont pas recyclables, des fois du polystyrène pour caler ou autre. Donc, tout ça, ça génère des déchets. Et j'entends bien qu'il faut les réduire, et je suis d'accord pour réduire les DMA, mais c'est très compliqué parce qu'il faut changer l'habitude des gens de consommer. Et ça, c'est quand même c'est un message que vous passez en tout cas. Monsieur Forget? Oui, moi j'aimerais rebondir là-dessus quand même, parce que oui, c'est compliqué et on est très heureux que cette concertation ait lieu là maintenant. Elle aurait pu avoir dès 2015 lieu, parce qu'on sait depuis 2015 que l'incinérateur est quand même en obsolescence programmée. Et ça vous aurait aidé, les élus, à porter le message, notamment pour passer en tarification incitative, où vous avez pu rencontrer des difficultés qu'on connaît bien. Moi, je veux réagir sur la production des DMA. Là. On va rappeler ce que c'est les DMA. Alors, les déchets ménagers assimilés, voilà. C'est la production totale OMR, plus le tri et ce qui est en déchetterie. Quels sont les moyens que nous avons mis en tant que collectivité pour la prévention des déchets sur les 10 dernières années, de 2010 à 2020 ? Et vous répondez quoi à cette question ? Je ne sais pas, moi j'aimerais que le dossier m'instruise là-dessus, quels sont les financements qui ont été faits par les 3 collectivités et qu'on le mette au regard des investissements que l'on met dans une installation d'incinération. Donc comme je l'ai dit, il nous faudra de l'incinération tout de même, mais là on est sur quelque chose comme 160 millions d'investissements pour Il faudrait 2030. plus radical pour vous, en gros, c'est ça ? C'est pas de la radicalité, c'est qu'au regard, la prévention sur la communauté urbaine de Limoges, ça doit être 10 millions d'euros sur 10 ans. C'est 6 fois moins important, quoi, si on reporte sur les 30 ans. Donc, pour vous, nous, il y a du progrès à faire là-dessus. Oui, une des solutions, parce que là, c'est un bouquet de solutions. Il va falloir mobiliser très grandement pour qu'on progresse tous là-dessus. Il va falloir réinterroger les investissements tels qu'ils sont prévus pour l'instant. Guillaume Guérin, la prévention, c'est un appel qui vous est lancé ? Oui, mais je crois qu'en la matière, on a déjà fait beaucoup et mes prédécesseurs avaient déjà initié la chose. Donc, je crois que le sujet, il est plus complexe que ça. La réalité, c'est que la tarification incitative est un bon moyen de réduire les déchets. Edmond l'a parfaitement rappelé. Mais sur un plan d'équité sociale, c'est un vrai sujet. Oui. Parce que si vous regardez comment consomment nos compatriotes, je vais prendre un exemple simple. La CSP+, catégorie socio-professionnelle élevée, le bourgeois, comme on dit vulgairement. Il va sur le marché, il achète des produits bio ou pas bio, sans emballage, ou les emballages carton. Il va chez le boucher, il a très peu de surplus d'emballage. Le salarié ou la personne qui est au RSA, qui est obligée d'aller chez Lidl, elle va avoir des emballages. Donc je suis très, très réservé sur la tarification incitative parce qu'elle a tendance à pénaliser le plus fragile d'entre nous. Donc ça, c'est un vrai sujet que les associations environnementales ne prennent pas forcément en compte. Parce que, vous savez, sur la tarification incitative, on pénalise les plus pauvres d'entre nous, systématiquement. Le choix qu'a fait Limoges Métropole, c'est un levier, la tarification incitative, mais ça ne doit pas être le seul levier. Le choix qu'a fait Limoges Métropole, c'est la collecte inversée, pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de déchets dans les poubelles et faire en sorte que certains déchets puissent être évités. Mais il faut toujours garder à l'esprit l'équité sociale et la protection du plus fragile d'entre nous. Vous savez, les grandes théories extraordinaires, un peu fumeuses, qui consistent à dire on pourrait toujours faire mieux, oui, bien sûr qu'on peut toujours faire mieux. Évidemment qu'on peut toujours faire mieux. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qui est le plus pénalisé dans tout cela. Et à chaque fois,
quand vous regardez ce qui se passe, c'est toujours le plus fragile qui est pénalisé. Et donc ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte de traiter nos concitoyens en respectant l'équité sociale. Et donc de faire en sorte que en fonction des revenus, par exemple, le citoyen qui est en précarité ne soit pas plus pénalisé que celui qui est dans une situation d'opulence, comme pourraient le dire certains. Voilà. Donc vraiment traiter les gens de manière équitable dans le traitement de leurs déchets, parce qu'on le sait, sur les déchets ménagers, malheureusement, les ménages qui ont un faible pouvoir d'achat produisent plus de déchets que des ménages qui ont un fort pouvoir d'achat. Mais ça veut dire que vous réfléchissez à une tarification qui pourrait être évolutive ? Aussi paradoxal que ça puisse paraître, non. On a mis en place le système des collectes inversées pour tout le monde, quelle que soit la catégorie sociale à laquelle vous appartenez, qui fait que pour pas avoir vos poubelles qui restent devant chez vous pendant des jours, vous essayez d'inverser votre façon de produire du déchet. Et moi, je ne suis pas à la place des services, mais les remontées qui me sont faites disent que ça se passe plutôt bien. Ça peut se cumuler dans certains secteurs, et notamment en milieu rural avec la tarification incitative, mais la tarification incitative ne peut pas être le seul levier. Après, je suis ravi de voir que l'association Barrage constate avec nous que de toute façon, il faudra quand même une usine de valorisation énergétique. Voilà. Ça, c'est déjà un postulat qui est essentiel. Est-ce qu'on peut tendre à 70 000 tonnes au lieu des 98 000 que l'on traite aujourd'hui? C'est un vrai sujet. C'est un sujet qu'il faut mettre en confrontation avec l'évolution de la loi. Evolis, qui aujourd'hui traite une partie de ses déchets dans l'Indre, demain matin, de par la législation actuelle, ne le pourra plus. Donc il va bien falloir traiter quand même les déchets des Creusois quelque part. Et donc, par conséquent, en dehors de Limoges, je ne vois pas où ces déchets pourraient être traités. Maintenant, sur l'aspect environnemental, je rappelle quand même que les particules émises par les 124 incinérateurs de France, c'est 0,01% d'émissions des particules. C'est-à-dire que 99,99% des autres émissions de particules arrivent d'autres choses que des incinérateurs. Il y a eu des analyses récentes, notamment à Ivry, sur les dioxines qui sont pas bonnes. Je ne sais pas si vous vouliez en parler, Monsieur Forget. Oui, là, on a un gros point d'achoppement, c'est-à-dire qu'en termes de toxicité, pour certaines particules, ce n'est pas la quantité qui compte. Leur toxicité est due juste à leur émission. Donc notamment pour les perturbateurs endocriniens que l'incinération rejette, quelques métaux rares comme le mercure, le cadmium, ou alors des furanes bromées, sont vraiment problématiques parce qu'elles sont émises par l'incinération, alors avec des seuils très faibles, mais là, c'est clairement établi, la toxicité ne dépend pas de la quantité, mais du moment où c'est émis et du moment où les individus ils sont soumis. Et juste une question très simple, des contrôles sur l'usine d'incinération, il y en a fréquemment, Monsieur Lagorce, Monsieur Guérin, comment ça se passe ? Oui, c'est suivi fréquemment. Il y a des contrôles régulièrement. Et puis il y a même une commission de suivi de site où les barrages participent, où on donne les chiffres. Il faut savoir que les émissions sont bien en dessous les normes. C'est peut-être pas satisfaisant. Mais la centrale énergie d'essai respecte les normes environnementales et on est bien en dessous des seuils qui sont prescrits par la loi. Il faut bien comprendre, il y a 30 molécules qui sont réglementées et qui sont dans le respect des normes, effectivement, et c'est tant mieux et c'est très bien, ce qui n'était pas le cas au début de l'exploitation. On a pas mal de riverains. C'est très évolutif, oui. Oui, ça a beaucoup diminué. On a des riverains qui habitent. Vous avez fait des enquêtes de qualité d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort qu'il y a un mal-être quand même et une baisse de la qualité de vie, indéniable. Je le disais hier soir à la réunion de présentation, mais le premier arrêté préfectoral, par exemple, pour le bruit, de nuit, c'était 50 décibels. Et puis la nuit, c'était de 8h du soir à 7h du matin. 10-15 ans après, aujourd'hui, la nuit commence à 22h et c'est pour 60 décibels. Et il faut se rendre compte, une différence de 10 décibels, c'est énorme. Tous les 3 décibels, on double l'intensité sonore. Donc, les riverains sont impactés. Il faut quand même voir que c'est une zone sensible. Dans un rayon d'1,2 km du site actuel, vous avez une dizaine d'installations accueillant des jeunes. Crèches, écoles, collèges. Les foyers, oui. Ouais. On va passer au chapitre énergie de cette centrale énergie-déchets, puisque c'est le mot qui est dans l'intitulé. Cette centrale brûle les déchets, mais elle alimente des réseaux de chaleur aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne, Guillaume Guérin ? Elle alimente des réseaux de chaleur et je crois qu'encore une fois, vous savez, il y a les acteurs du réel et ceux qui théorisent l'hypothétique. On a bien compris que vous étiez un acteur du réel. Nous sommes tous, là, les trois, des acteurs du réel.
C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, faire une nouvelle unité de valorisation qui va brûler les déchets, spontanément, vous faites mieux dans un programme électoral. Vous voyez ? C'est pas le genre de vecteur. C'est pas le genre de vecteur qui vous transcende les foules pour vous faire élire. Vous voyez ? Sauf qu'il y a la réalité des faits. Moi, j'entends tout ce qu'on me dit. C'est formidable de plus vouloir de déchets. C'est même ce sur quoi on aspire tous à tendre. Voilà. C'est exactement comme la sobriété foncière. Tout le monde a conscience qu'on consomme trop d'espace foncier aujourd'hui. Mais encore faut-il pouvoir le confronter au réel. Donc moi, ce que je dis aux associations environnementales, c'est je vous écoute avec intérêt, avec beaucoup d'intérêt. Mais plutôt que de nous expliquer que ça ne va pas, et qu'il faut faire différemment, et qu'ils théorisent plein de choses, amenez-nous des opérations concrètes de traitement. Parce que c'est trop facile, si vous voulez, d'être moralisateur avec les collectivités qui sont, au final, les seules qui ont une légitimité à agir. Parce que les collectivités tirent leur légitimité du suffrage universel direct. Il faut quand même le rappeler. Je sais que de temps en temps, on a tendance à oublier ça, parce que 300 citoyens font une marche, ils seraient plus représentatifs qu'un député ou qu'un président de la République élu. Donc là-dessus, il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Moi, je suis prêt à entendre toutes les remarques qui nous sont formulées. Mais aujourd'hui, force est de constater, vous le voyez sur ce plateau, il n'y a pas de solution miracle. L'UVE, il faudra la faire. Mais ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que les déchets ne vont pas devenir une matière première pour chauffer cette UVE, il faudra la faire. Il faut la faire en écoutant tout le monde, il faut la faire en prenant en considération les remarques qui peuvent être formulées notamment par les riverains qui le vivent tous les jours. Mais personne ne peut nier les progrès que la science a fait sur l'incinération de nos déchets. Et puis, vous l'avez dit, il y a un cercle vertueux qui se fait avec l'alimentation des réseaux de chaleur. Aujourd'hui, je pense que certaines associations ont juste oublié le coût explosif de l'électricité et du gaz pour nos compatriotes. Madame Borne, Premier ministre, vient d'expliquer hier que le coût de l'électricité allait prendre plus 15% jusqu'au mois de mars. Après, on verrait. Le gaz, aujourd'hui, le prix du gaz a explosé. Je vous rappelle quand même qu'on a fermé l'Aquapolis, que Vermarine a décidé, le délégataire a décidé de manière unilatérale de nous fermer l'Aquapolis qui vient, Dieu merci, de réouvrir grâce aux procédures qu'on a engagées ce matin, parce que le prix du mégawattheure en gaz a explosé. Quand la collectivité paye par des contrats le mégawattheure à 240 €, Vermarine, qui a été sur les marchés spot, c'est des trucs complètement aberrants, la bourse de l'énergie, le paye 900 € du mégawattheure. Si demain matin, vous aviez eu un réseau de chaleur, oui, eh bien, nous aurions pu raccorder l'Aquapolis à ce réseau de chaleur. Et donc, nous ne serions pas obligés de passer sous les fourches codines d'un délégataire qui a fait des choix d'entreprise qui ne sont pas les nôtres. Monsieur Forget ? Oui, j'aimerais juste rappeler à ce titre-là que je suis bien réel. Je suis là. Ah non, mais ça, vous inquiétez pas, ça ne m'a pas échappé. Très bien. Et je voudrais juste dire aussi que la production d'énergie à partir de déchets n'est pas considérée comme un objectif par la loi de transition énergétique. Vous pourrez vérifier, aller voir les scénarios proposés par RTE. Le déchet est un non-sujet en termes énergétiques. C'est trop peu et c'est trop sensible en termes justement de pollution. Donc, dans le moment-là, effectivement, on peut entendre l'argumentation, mais on parle ici de 2040, 2050, et juste... je parlerai de l'ADEME, qui fait une étude prospective pour 2050 en transition, qui nous explique dans tous leurs scénarios que pour respecter les émissions bas carbone, quoi qu'on fasse, qu'on choisisse de la super technologie, de la super sobriété, il faudra moins de 70% d'incinération. Comment on tient compte de ça? Mais je vais vous dire juste une chose. Les conseillers ne sont jamais les payeurs. Vous voyez, il y a les théoriciens, il y a ceux qui sont confrontés au réel. Moi, je veux juste qu'on me dise comment, demain matin... Vous êtes confronté au réel pour 5 ans. En 2030... Voilà. Oui, mais, nous, on voit à l'échelle 2050... Et vous savez, il y a des gens qui veulent... Il faut vraiment en tenir compte. Monsieur, il y a des gens qui veulent relier Paris avec un hyperloop, alors qu'on n'est pas capable de faire une autoroute pour aller jusqu'à Poitiers. Mais c'est un autre sujet. On peut toujours être dans la théorisation des choses. C'est pas de la réalité, c'est que cette UVE s'arrête, elle est obsolète à horizon 2030. C'est vrai. Comment fait-on pour traiter les déchets sur ce territoire? Et moi, je suis ravi, et je crois qu'on doit tous s'en réjouir,
c'est que même des associations environnementales vous disent on n'a pas d'autre solution qu'une UVE. Voilà, la conclusion de cette émission, ça sera sans doute C'est vous qui faites les conclusions, Monsieur Guérin, maintenant. Il nous reste quand même 3 minutes. J'aimerais qu'on ait un message un peu consensuel, puisque vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il faut réduire les déchets. À Evolis 23, vous avez mis en place un certain nombre de choses, des politiques d'incitation aussi. Comment ça fonctionne? Depuis 2014, oui, en fait, nous avons mis en place l'objectif zéro déchet, zéro gaspillage depuis 2014. Donc, l'objectif de ce projet, c'était de réduire donc, toutes les sources de gaspillage, bien sûr, donner une seconde vie aux produits, c'est ce qu'on fait, et recycler tout ce qui peut l'être. Ça, voilà, c'est la base, donc produire moins de déchets, effectivement. Et depuis 2014, vous avez vu des effets? Ça fait 8 ans, oui, on a des effets. Aujourd'hui, nous, sur Evolis 23, on est à 140, on devrait être cette année, en 2022, 143 kilos par an par habitant. Voilà, donc on est plutôt les bons élèves du département de la Creuse. Après, je veux pas... On a des Comcom en Creuse qui sont à 250 kilos. D'accord. On ne les nommera pas? Non. Monsieur Edmond Lagorce, on va rappeler peut-être aussi qu'il y a un système de compostage qui existe pour tous les habitants, des choses qui sont à l'agglo notamment, on peut récupérer... Oui, alors pour réduire nos déchets, nous au niveau du CIDED, depuis de plusieurs années, on distribue des composteurs à prix préférentiel avec une formation pour l'utilisation. Parce que comme on le sait, je veux le rappeler là aux téléspectateurs, c'était au 1er janvier 2024, on n'aura plus le droit de mettre les biodéchets dans les ordures ménagères. Donc la solution privilégiée... Il faut bien l'avoir en tête, il faut l'avoir en tête, c'est demain. Oui. Donc privilégié, c'est le compostage. Plus d'épluchures, plus de coquilles d'œufs. Voilà, tout ça le mettre, parce que c'est quand même aberrant, d'aller faire brûler des légumes, des épluchures de légumes, des œufs, c'est à 80% d'eau. Donc déjà, le compostage de proximité à tous ceux qui ont un bout de terrain, où ils peuvent mettre un composteur, parce que je rappelle qu'un composteur bien utilisé n'a pas d'odeur, et ça permet aussi d'avoir du compost pour amender. Et pour ce qui est des ensembles urbains, nous, on n'a pas comme Limoges, de grosses choses. On mettra essayer de développer des composteurs publics. D'accord. Où les gens pourront amener ces déchets, les composter. C'est une des solutions, quoi. Il nous reste moins d'1 minute 30. Guillaume Guérin, la concertation, elle est en cours. Ensuite, elle va s'achever. Le calendrier, après, c'est quoi, finalement? Combien de temps il faudra pour peut-être construire une nouvelle structure ou faire des le débat est en cours, qui est régi par des 2 garants de la Commission nationale du débat public. C'est-à-dire que c'est pas le maître d'ouvrage qui fait le débat, ce sont des garants qui sont nommés par l'administration pour justement encadrer ces débats et faire en sorte de recueillir tous les avis, y compris les avis négatifs. On voit l'adresse du site internet d'ailleurs pour ceux derrière, c'est la consultation d'un marché public, c'est-à-dire avec des cahiers des charges très précis. Le cahier des charges du futur marché public, si on doit aller vers une UVE, encore une fois, parce que je crois, et je le rappelle, il n'y a pas d'autre unité de valorisation énergétique, qu'il n'y a pas d'autre choix, de toute façon. Même si on s'y oppose, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc cette UVE pourrait être à moins 75% de consommation d'eau par rapport à la précédente. Ça, c'est quand même un véritable sujet, avec une double filtration des fumées, ce qui n'était pas le cas de l'usine actuelle, et surtout d'aller vers la neutralité carbone. Donc tout ça sera mis dans le cahier des charges, et puis on verra quelles entreprises répondent à tout ça pour être les plus performantes. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. L'adresse s'est inscrite pour la concertation publique qui se poursuit. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet si vous le souhaitez. On se retrouve dans quelques minutes pour le Flash Info en Limousin, puis Dimanche en politique se poursuit. Francis Letellier reçoit Olivier Dussopt, le ministre du Travail. La semaine prochaine, nouvelle émission consacrée à l'évolution des mobilités dans les villes, entre piétonisation, mobilité douce et transport en commun. Très bon week-end à tous.